On ne peut pas être clinicien sans être engagé. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. En France, le parcours pour obtenir le titre de psychologue nécessite de passer par l'université et de faire différents choix lors de son cursus. Choix de courant théorique, choix de référentiel, choix de master. L'on pourrait penser que ces choix sont le fruit du hasard, et pourtant ils ne se font pas sans rencontres, parfois décisives dans un parcours. Dominique Renière s'est bien placé pour nous en parler. Passionné par le destin, ce clinicien, enseignant-chercheur et directeur du département de psychologie à l'Université catholique de Lille, a bien voulu revenir avec moi, sa collègue et amie, sur son chemin de psy engagé. Adolescent, c'est tout d'abord vers des études de mécanicien, puis de médecin qu'il souhaite se tourner. Mais c'était sans compter sur des rencontres, celles qui marquent nos vies. Entre Theresa Neff, Jacques Scott, Léopold de Zondy, ou encore, et pas des moindres, Claude, Dominique va alors être amené à entendre différemment ce que signifie rencontrer quelqu'un. Au cours de ses stages, puis en tant que jeune psychologue, ce choix de toujours tenter de devenir clinicien comme il le dit, sera mis à l'épreuve mais également renforcé et confirmé. Et comme c'est la notion de destin qui l'intéresse particulièrement, il ne s'agira certainement jamais pour lui de subir ce qui lui arrive, mais davantage de toujours y entendre un parcours qui le met au travail. Et parce que l'on ne peut pas être clinicien sans être engagé, au-delà de quelques courants théoriques, Dominique Renière veut nous rappeler qu'avant tout, c'est d'éthique et de transmission dont il sera question, aussi bien avec les étudiants qu'avec ses patients. Bonjour Dominique. Bonjour Olivia. Avant toute chose, est-ce que tu veux bien donc te présenter, ton nom, ton prénom et comment tu définirais ton activité aujourd'hui, peut-être en un mot? Donc, Dominique Renière, et ce que je pourrais dire de mon activité aujourd'hui, elle est centrée essentiellement sur une responsabilité d'un département, le département de psychologie de l'Institut catholique de Lille. Et effectivement, en étant responsable pédagogique du master psychopathologie, avec une orientation analytique avant tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois où tu as entendu ou lu le mot psychologie et où ça a pu t'intéresser, en tout cas animer quelque chose de ton désir concernant la psychologie? J'évoquerai même une préhistoire. Une préhistoire qui m'amenait, quand j'étais enfant, à vouloir être mécanicien d'avion. Et un jour, mon père me disait « Mais les mécaniciens d'avion doivent absolument être dans les avions ». Ce jour-là, pris de vertige, je n'ai pas voulu continuer dans cette voie. Et le hasard, si tant est qu'on peut lui prêter consistance, le hasard a voulu que je lise un livre, je me souviens très bien du titre qui était celui de ce livre, Le monde des rêves, d'un auteur inconnu qui s'appelait Peter Colosimo. Et je me suis fait, j'étais jeune adolescent, je me suis fait une représentation vraiment très intéressante, très symptomatique aussi, une représentation du métier de psychanalyste qui, à mes yeux, était là simplement, bêtement, était là pour interpréter des rêves des personnes qui l'accueillaient. Je me suis aperçu bien plus tard que ce n'était pas forcément quelque chose qui n'existait pas, puisqu'on l'entend dans certaines émissions radiophoniques ou des personnes qui se disent psy ou qui le sont ou qui ne le sont pas, qu'importe, soit interprètent des rêves, soit lancent des runes pour savoir le destin des uns et des autres. Enfin bon, en tout cas, à cette époque-là, j'étais vraiment fasciné par le monde des rêves. J'avais des cahiers où j'écrivais, quand je m'en souvenais, les rêves que je faisais chaque nuit.
Après la lecture de ce livre, alors. Après la lecture de ce livre qui m'a amené à demander à mes parents de m'offrir un livre. Et ça, c'est quelque chose que je déconseillerais à tous les ados du monde. Mes parents m'ont offert effectivement l'interprétation des rêves de Freud. Grave erreur, parce que je l'ai lu, je n'ai rien compris. Absolument rien compris, dans le sens où je prenais les choses littéralement et je demeurais dans une sorte de symbologie vraiment facile à l'endroit des rêves. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu découvrir effectivement combien les choses étaient plus complexes. Donc c'est par le rêve de devenir clinicien, peut-être par la suite, que ton aventure future professionnelle a débuté. Oui. Et m'a orienté vers le souhait de faire des études de médecine pour devenir psychiatre. Je me disais à l'époque, deuxième erreur que je commettais quand j'étais jeune, je me disais que être psychanalyste, c'était forcément être psychiatre. On prendra la mesure des confusions qui existaient alors. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Effectivement, ma grande crise d'adolescent m'a amené à être dans l'abandon total du sérieux de mes études. J'ai déconné, on va dire ça comme ça. Et je me suis orienté plutôt vers des études littéraires, ce qui marquait vraiment le point d'arrêt à l'endroit d'études de médecine. Et je ne le regrette absolument pas. Parce que c'est là où j'ai envisagé, d'une façon beaucoup plus concrète cette fois, d'entamer des études de psychologie. Et si même d'ailleurs, dans cet Institut catholique de Lille, et ma foi, les études de psycho m'ont intéressé. Je dirais pas que j'étais encore passionné, pas en licence en tout cas. Et ces études de psycho ont été marquées surtout vers la fin, quand j'étais, à l'époque, c'était pas les masters, c'était, il y avait 2 ans de DUG, une année de licence et une année de maîtrise, plus un DESS. Avec des spécialisations? Avec des certificats qu'il fallait valider. Il y avait psychophysiologie, un rêve, au cauchemar, on pensera comme on voudra, mais également, donc, il y avait un certificat de psychologie sociale que j'ai fait, où je me souviens, j'ai été recalé parce que j'avais appliqué une théorie kleinienne sur un phénomène social qui était le bénévolat. J'ai envisagé les choses sur le mode de la réparation, au sens kleinien du terme. Bon, j'étais recalé, j'ai dû réécrire ça pendant que je faisais mon service militaire, c'était amusant. Et ensuite, donc, il y avait un certificat en psychologie clinique. Et c'est là où une première rencontre s'est présentée. Parce qu'il y avait naguère une enseignante qui m'a beaucoup marqué, Teresa Neff. Teresa Neff qui, dans le cadre des études, elle assurait les études ici, un certain nombre de cours, et parmi lesquels il y avait un cours sur le zombie. Le zombie, un auteur très peu connu aujourd'hui, mais en tout cas qui m'a beaucoup marqué. Et donc elle a vu que j'étais intéressé par le zombie. Je me suis permis en empruntant le zombie de la testothèque de l'université, je me suis permis de faire des petites recherches comme ça. Ça l'a beaucoup intéressé. Peut-être même a-t-elle publié, mais ça, je ne sais pas. Et finalement, à son départ, non, je vais trop vite. Elle m'a mis en contact avec donc des personnalités franchement extraordinaires, et avec une idée qu'elle me confiera des années plus tard, elle m'a conseillé de faire une thèse. C'est elle, à l'origine de ce projet de thèse. Qui était elle-même psychologue. Elle était bien sûr elle-même psychologue, d'orientation analytique, mais oui. Vieille école. Et elle me disait, après m'avoir conseillé de faire une thèse, donc j'ai fait ce qu'on appelait une licence complémentaire. À l'époque, c'était l'équivalent du DEA français. Donc je l'ai faite, cette licence complémentaire, à Louvain-la-Neuve, sur son conseil. En parallèle, tu as fait 2 formations, c'est ça ? C'est quand tu dis une licence complémentaire ? Non, c'était après le DESS. Après le DESS. J'avais réalisé mon DESS à Amiens, il n'y en avait pas à l'époque ici à la Cato. Et donc, après mon DESS, je suis allé donc à Louvain-la-Neuve faire ma licence complémentaire.
Et j'ai rencontré donc toute une équipe extraordinaire, l'équipe patho-analytique qui était menée par Jacques Scott, que Madame Neff connaissait personnellement et qui était lui-même un grand ami, un ami intime, je dirais même, de Léopold Zondy. Et je reviens un peu en arrière parce que mon mémoire de maîtrise à l'époque, l'équivalent de Master 1 aujourd'hui, mon mémoire avait porté sur la schizophrénie. Je faisais un stage à l'EPSM et j'avais commis peut-être l'erreur, enfin en tout cas, j'avais expérimenté le Zondy auprès d'une population donc qui était là à l'hôpital et qui acceptait de se prêter au jeu, j'avais leur accord. Et effectivement, j'ai envoyé mon mémoire donc de maîtrise à Zondy lui-même. Il était encore vivant. C'était en 1986. Et voilà, la chose qui est tout à fait surprenante, c'est qu'au moment où j'ai eu l'accusé de réception du fait qu'il ait bien reçu mon mémoire à Zurich, eh bien le lendemain, j'ai appris qu'il était décédé. C'est quand même assez, ça pourrait paraître amusant, mais assez significatif dans la mesure où effectivement Zondy a fondé ce qu'on appelle l'analyse du destin, et je me suis dit voilà un signe particulier du destin. D'autant que après ma licence complémentaire à Louvain-la-Neuve, je me suis orienté à l'université de Strasbourg, avec Serge Lesourd, qui a été mon directeur de thèse. Serge Lesourd, j'avais appris à le connaître à un moment critique ici à la fac. On m'avait déjà, peut-être trop tôt, maintenant que j'y pense, on m'avait déjà confié certains enseignements, dont celui du Rorschach, dont celui de la méthodologie clinique. Donc finalement, tu as fait toute ta licence, tu as tout validé, tu as envoyé ton mémoire à Zondy lui-même, et tout de suite après, on t'a proposé des enseignements. C'est Madame Neff peut-être. C'est Madame Neff, donc, qui prenait sa retraite et qui est venue me chercher. Et c'est là où j'ai découvert que si elle m'avait demandé, me proposer, inciter, encourager à faire cette thèse, c'était pour la remplacer. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Alors, petite anecdote assez amusante, parce que j'ai dû quand même passer un entretien avec l'ancien directeur du département de psychologie d'ici, que je ne citerai pas. Et dans l'entretien, c'était un entretien simple, c'était pas un jury. Tout le monde te connaissait déjà, donc. J'étais connu comme étudiant, mais là, c'était pour devenir enseignant. Quelques cours, dont les cours qu'assurait Madame Neff, dont notamment les techniques projectives et la méthodologie clinique. Et l'ancien directeur, dans l'entretien, très gentiment, mais bon, d'une façon assez paternaliste, mais dans le pire sens du terme, me dit, mais vous savez Dominique, s'il y avait une Nina Roche de Traubenberg, s'il y avait des auteurs connus dans le Rorschach qui se proposaient à venir ici, eh bien, vous comprendriez que ce ne soit pas vous qui seriez retenu pour faire ces cours. À quoi j'ai répondu, c'est pas bien, mais j'ai répondu, mais peut-être qu'une Nina Roche de Traubenberg est trop célèbre pour venir dans une petite faculté catholique à Lille. Voilà. Et donc, j'ai commencé des cours. Bien entendu, je travaillais à côté, comme clinicien. Donc là, tu avais déjà commencé une carrière tout à fait. Juste après mon DBSS, et pendant que je faisais ma licence complémentaire à Louvain, je travaillais en même temps. Et avant ça, tu avais fait des stages pendant Bien sûr, j'avais fait des stages donc à l'EPSM d'Armentières pendant assez longtemps, également. Des adultes, tu disais. Avec des adultes et également avec les enfants. Et donc, c'était à l'hôpital de Saint-Venant, je me souviens. C'était juste après mon service militaire. Et ensuite, j'ai eu plusieurs activités professionnelles, des contrats qui n'étaient pas forcément très longs, mais c'est parfois moi qui décidais de changer, parce que, je proposais ma candidature à différents endroits. Et alors, plutôt avec des adultes, des enfants, les deux. Tu avais été marqué par tes stages J'avais été marqué par mes stages, mais j'avais une appétence pour découvrir également d'autres horizons cliniques. En tout cas, tu t'avais donné l'envie de continuer, de valider ton diplôme et t'engager dans cette voie-là. Tout à fait. Une voie clinique et en même temps une voie où je cherchais, etc. Tu saurais dire ce qui a confirmé ton désir de vouloir valider c'est un point très très important, très très important. Ce ne sont pas des études
à l'université qui permettent d'envisager une carrière de clinicien. Non, c'est effectivement la rencontre. La rencontre de quelqu'un qui, pour le dire simple, donc manifeste ou verbalise ou présente une souffrance subjective et qui sera déterminante. Et je me souviendrai toute ma vie de mon tout premier stage à Armentières. C'était assez étonnant et je crois que c'était décisif. C'est ce qui a fait nouage au niveau de ma carrière. C'était cette douleur, au-delà de la souffrance, la douleur que je percevais, pour le dire simple, au niveau de certains patients psychotiques. Eh bien, cette douleur me poursuivait. Non pas dans le sens d'une hantise ou quelque chose de persécutif, pas à ce point-là quand même, mais je dirais m'amener à un questionnement sans fin. Sans fin. Et je me souviens encore, je prenais le train pour rentrer chez moi après avoir rencontré les patients, et je ne voyais même pas le temps passer tellement j'étais pris par cette douleur qui me faisait question. Je crois que c'est là, dans la rencontre de quelque chose, ici la douleur, mais quelque chose qui se maintient en soi comme question, c'est là où quelque chose fait choix à l'endroit d'une possibilité de devenir, parce qu'on ne l'est jamais, de devenir clinicien. Donc pas forcément une phrase ou d'un patient ou quelque chose qui se serait passé dans l'institution, c'est vraiment un ressenti, une ambiance autour de cette question de la douleur. Oui, mais une douleur subjective du côté des patients, mais déjà, maintenant que tu me poses la question, ça me revient, aussi une violence qui n'est pas forcément là où on la situe habituellement. Parce que je me souviens, dans cet hôpital, il y avait un médecin-chef, je tairai le nom, et ce médecin-chef avait une attitude très particulière. Je le raconte très régulièrement à mes étudiants. Un jour, je viens à l'hôpital et un patient qui me connaissait bien, que je suivais depuis quelques mois, eh bien, avait commis un passage à l'acte assez grave. Il s'était jeté la tête en avant dans l'escalier et avait hurlé « Je suis Dieu ». Bon, ça ne surprendra peut-être pas certains qui sont dans la fatuité du savoir et de la prédiction. Mais là, en tout cas, il s'était mis en danger, il mettait en danger les autres, et donc il avait été sanglé sur son lit, isolé, en isolement, etc. Et je suis allé le voir. Il s'appelait Claude, je me souviens. Et eh bien, je me suis assis à son côté, vraiment au nom de la définition première de la clinique. Cliner voulant dire allongé et clino, se pencher sur. Eh bien, je me suis assis à son côté, il était sédaté, il était vraiment sous traitement de choc, il était à peine compréhensible. Néanmoins, j'ai entretenu un discours avec lui, un échange avec lui, et il m'a rappelé, Claude, une anecdote qui n'en est pas une. Il me parlait d'un dessin qu'il avait fait quelques séances plus tôt. Un dessin, c'était un bateau au plein milieu d'une feuille. Et ce bateau, il me l'avait dit, je m'en souvenais, il l'avait repris d'un magazine, que sais-je, etc. Et il me disait, ce bateau, tu vois, Dominique, ce bateau, là, il est en train de bouger. Je le vois en train de bouger. Il va vers la gauche, et la gauche, c'est le bien. Mais quand il va vers la droite, c'est vers le mal, etc. Et il me parle de cela relativement calmement, avec un ancrage au niveau de quelque chose d'un passé récent. Et tout d'un coup, voilà le médecin-chef qui arrive avec une flopée d'internes, une flopée d'infirmières, etc., tout de blanc vêtu, maculé, etc. Moi, j'étais pas. Je refusais la blouse. Voilà. J'avais pas de blouse. Je n'avais pas de blouse, même si le masque viendra beaucoup plus tard, une mode. Mais bon, en tout cas, je me suis levé. C'était le saint patron, on va dire. Donc, je me suis levé. Il s'est assis à ma place. Et j'ai pu assister donc à un entretien donc d'un médecin-chef psychiatre qui, immédiatement, avant même d'avoir salué le patient, avant même de m'avoir salué ou même remercié de lui avoir laissé ma place. Ou s'excuser de vous déranger. Par exemple, au moins. Eh bien, il interpelle d'une façon assez autoritaire, pas sévère, mais autoritaire. « Alors, Claude, dit-il, alors, on a fait des bêtises. Et donc, Claude
désemparé, je rappelle qu'il était attaché, dit mais non, le bateau bouge toujours. Et là, le médecin ne comprenait pas. De quel bateau parles-tu, etc. Il le tutoyait. Mais lui, il ne supportait pas qu'on le tutoie, le psychiatre. Et finalement, donc, Claude lui explique ce qu'il venait de me rappeler de ce dessin. Et alors, il avait à peine fini que ce médecin se lève, se tourne vers ses internes en disant « Voilà un exemple typique de manichéisme psychotique ». Et il interroge « Qui est maniché ?» Il interroge un interne « Qui est maniché ?»« Vous ne savez pas qui est maniché, mais vous êtes nul !» Il m'a demandé, moi qui étais dans mon petit coin, là, un peu abasourdi, il me dit « Mais monsieur Reniers, connaissez-vous Bergson ?» Rien à voir. Et ensuite, il est parti en donnant des prescriptions médicamentales, etc. Bon, il est parti. Et je me suis retrouvé de nouveau seul avec Claude, qui là était dans un état de sidération, mais vraiment tout à fait affolant, quoi, affolant. Impossible de reprendre quoi que ce soit. Finalement, je crois que ça a été déterminant pour moi. Ça a été déterminant de me rendre compte qu'il y a une pathologie, certes, bon, ok, il y a des fragilités subjectives, oui, ok. Mais il y a quand même quelque chose d'une violence par rapport à cette souffrance qui est très très importante à prendre en compte. Donc finalement, l'idée qu'il y avait quelque chose à penser dans ces lieux-là, à soutenir, peut-être à défendre aussi de la clinique, quand tu dis se pencher vers. Tout à fait. Il y a quelque chose à défendre qui t'a confirmé dans ton désir de devenir, de toujours tenter de devenir clinicien. Oui. Et bon, ça s'inscrivait aussi dans une personnalité un petit peu révolutionnaire en moi, c'est clair. Mais là, en l'occurrence, je crois que ça a été déterminant à double titre. Pour maintenir une position un peu excentrée par rapport à l'intelligentsia, je dirais, psychiatrique ambiante. C'était la vieille psychiatrie, bon, aujourd'hui... on ne voit pas forcément mieux, mais ça c'est un autre problème. D'une autre façon peut-être. Oui, mais là c'était incarné par quelqu'un là qui avait son auréole, tout de blanc vêtu, etc. En tout cas, qui savait, là où vous, interne, stagiaire, ne saviez pas. Tout à fait, et qui jouait de savoir, qui jouissait de ce savoir, etc. Mais ça m'a orienté à double titre, disais-je, au niveau donc de la volonté de devenir clinicien et de maintenir cette question. Cette question qui était déjà là lorsque j'étais confronté à tous ces patients avec leurs douleurs et qui se maintenaient en moi quand je sortais de l'hôpital. Et deuxième conséquence, c'était effectivement de m'orienter dans une mise au travail d'une pensée sur la clinique, pas uniquement dans la clinique, et sur la clinique. Donc c'était concomitant, je dirais, ou du moins il y a des circonstances qui m'ont amené à pouvoir le maintenir et le conforter, ce projet, mais ça a été concomitant de cette idée de faire un jour de la recherche en psychopatho. Penser la psychopatho, c'est certes et avant tout dans la clinique, mais également voir, interroger, penser, questionner tout ce qui est effectivement de l'ordre de cette violence dont j'avais été témoin à l'endroit de Claude. Tu es d'emblée parti dans des études de psychologie finalement alors. Tout à fait, absolument. Je me suis orienté vers un bac littéraire qui m'a amené à ne plus pouvoir faire médecine, mais psychologie, voilà. J'ai fait une thèse à Strasbourg avec Serge Lesourd, je l'ai faite très rapidement. Oui. C'était quand ça, cette thèse ? 2006, je crois, quelque chose comme ça. Mais je peux me tromper de date, je suis trop vieux maintenant. Voilà. En tout cas, assez rapidement, ça avait du sens dans ce que tu décris jusque-là. Tout à fait. Double sens, dans la mesure où il y avait effectivement donc cette carrière qui était là, que je maintenais, etc. Mais aussi avec le rappel que Madame Neff, celle que j'ai remplacée ici, à la Cato à Lille, Madame Neff m'avait quand même amené à rencontrer des personnalités importantes donc à Louvain-la-Neuve, et ma thèse a porté sur un auteur très très peu connu et qui a ouvert des portes de réflexion très intéressantes, Zondi. Le fameux Léopold Zondi. Zondi dont tu parlais. Tout à fait. Qui était décédé, je le rappelle, quand j'avais envoyé mon mémoire. Et si je le rappelle à l'instant, c'est parce que ça a continué, ce destin. J'ai préparé ma thèse en 1 an,
Mais bon, parce que j'avais déjà du matériel clinique, entre guillemets, et puis je faisais partie du centre pathoanalytique de Louvain. Donc ta thèse, là, cette fois, avec Serge Le Sourd comme directeur. Où ça ici sur l'île ou... C'était à Strasbourg. J'étais inscrit à Strasbourg. Oui, voilà. Et donc, dans le jury, il devait y avoir Jacques Scott, évidemment. Et je m'en faisais grand plaisir. Je maintenais un contact avec lui. Et effectivement, le destin, comme quoi, quand on est zondien, on est poursuivi peut-être par le destin. Je reçois un coup de téléphone de Monsieur Scott, à peu près 1 mois avant la soutenance, avec cet accent belge à couper au couteau. C'était un flamand, un flamand terrible et génial. Eh bien, il m'annonce comme ça qu'il aura les plus grandes difficultés à être présent à la soutenance dans la mesure où sa femme vient de décéder. Et elle était décédée, effectivement, quelques jours après qu'il ait lui-même reçu ma thèse. Il ne viendra pas, mais il enverra, comme la loi l'exigeait, un rapport écrit, difficilement déchiffrable, parce que Jacques Scott était déjà atteint d'un trouble cérébelleux. Mais avec lui, tu avais de nombreux contacts au-delà de... Oui, tout à fait. Au-delà de ma thèse, dans la mesure où je restais en contact assez étroit avec le centre pathoanalytique qu'il avait fondé à Louvain-la-Neuve. C'était un grand homme, Jacques Scott. Il y a des rencontres dans une carrière. Et je crois que la rencontre qui a été décisive, il y en a plusieurs. Il y a eu Thérèse Arnef, il y a eu plus tard Serge Le Sourd, d'autres encore, des collègues avec lesquels je travaille à la fac. Mais également, peut-être surtout, si j'avais à nommer celui qui a été déterminant dans mon choix de carrière et dans ma velléité de faire de la recherche, ça a été et ça sera toujours Jacques Scott. C'était un homme, mais non seulement d'une gentillesse, mais d'une rigueur. Quand dans les séminaires, il faisait peur. Parfois, il s'en allait dans des moments d'absence. Il parlait pendant 3 heures sans s'arrêter, mais avec passion. C'était pas n'importe quoi. Mais à côté de ça, une très grande humilité. Il avait toujours des sandalettes. C'est pour ça qu'on l'appelait le Socrate des temps modernes. Et toute ma vie, je me souviendrai, à Louvain, je devais soutenir mon mémoire donc de licence complémentaire avant ma thèse. Et finalement, il m'avait fixé un rendez-vous dans un restaurant. Je me souviens, ça s'appelait la Tour de Babel, ce restaurant. Et il y avait tous les collègues que je connaissais du centre pathoanalytique. Et il me salue, il m'invite à boire le café. Ils avaient fini de manger. Et puis, il parle de ses fils. Il parle d'un fils qui est footballeur professionnel dans l'équipe d'Anderlecht, de l'autre fils qui était aviateur, etc., etc. Bon. Et moi, j'étais là pour la soutenance de mon mémoire, quoi. Et finalement, à un moment donné, il s'en va, et je m'en vais avec lui, et je lui dis, Monsieur Scott, pour mon mémoire. Ah oui, mais j'aurais pas le temps, je dois aller à une soutenance de thèse maintenant. Et dans les rues de Louvain-la-Neuve, on a fait une soutenance, lui et moi. Et je te prie de croire qu'il avait lu mon mémoire. Il l'avait bien lu. Il me dit, oui, à plusieurs reprises, vous faites référence à Pierrat Aulagnier. Cette référence est très opportune, mais ne croyez-vous pas que... Voilà, une soutenance avec Jacques Scott. Il l'avait lu. Il l'avait lu, il l'avait interrogé, et il me proposera même de le présenter lors d'une séance, lors d'un séminaire pathoanalytique, dans les séances du mardi soir, exactement. Voilà. Donc on pourrait dire finalement que c'est la rencontre avec par exemple Claude, toute l'idée de la souffrance aussi, cette notion de souffrance qui t'a amené à vouloir d'une manière un peu revendicatrice partir du côté de la clinique, mais aussi en parallèle des rencontres plutôt du coup professionnelles qui sont peut-être devenues amicales par la suite, mais en tout cas c'est un peu le nouage entre les deux qui t'a amené Absolument. Alors Jacques Scott on constitue sans doute le noyau, mais il y a eu d'autres rencontres qui se sont poursuivies, mais toujours avec les patients pour commencer. J'avais fondé un poste un peu plus tard, poste que j'avais fondé dans un quartier que je ne citerai pas, dans une ville pas loin d'ici, un poste qui m'a amené à pouvoir accueillir le tout venant. Et je trouvais ça très
très très intéressant. Ça, c'est ton premier poste? Non, j'avais travaillé comme praticien dans les diverses institutions médicales, psychiatriques, etc. Mais là, j'avais envie de me lancer dans cette aventure et j'avais effectivement donc fondé un poste accueillant des personnes sortant de prison, sortant de post-cure, ou même parfois des gens de la rue. Enfin, c'était tout à fait passionnant. Dans une association? Dans une association, absolument. Une association avec un financement de ce qui s'appelait à l'époque la DAS, conseil régional, etc. Oui. Enfin bon, ça c'était pas mon problème. Mais ça m'a amené à déployer une clinique vraiment tout à fait originale. Et avec, je dirais pas des effets calculés, mais avec des effets vraiment indiscutables. Ce n'est pas moi qui le pose, ce sont des autorités municipales qui ont évoqué par rapport aux agents, c'était à l'époque le RMI, des agents, des référents RMI qui évoquaient effectivement les changements radicaux de certains, mais simplement parce que ils avaient rencontré quelqu'un qui ne les prenait pas pour des RMistes et qui n'avait même pas le projet de promouvoir ou de favoriser une insertion professionnelle ou sociale. Pas du tout. Non. Qui êtes-vous? Et si on en parlait? Parfois même dans la rue, parfois même le soir très tard, dans des quartiers chauds, je dirais dans les rues assez chaudes de la ville où je travaillais. Et là, ça m'a amené à travailler, mais vraiment, ce que je tiens comme un concept nucléaire dans la pratique clinique, c'est la question de la demande, la question du désir. Oui. Parce que quand effectivement ça s'est su, des choses avancées avec certains qui étaient considérés irrécupérables, emmerdeurs, etc., meurtriers, ou menaçants de meurtre. Et je me souviens un psychotique qui voulait absolument mettre une bombe dans la mairie. Dominique Renière, c'est là. Mais non, pas du tout. Moi, les pompiers, ça n'existe pas. Par contre, il a accepté de me rencontrer, cette personne, quoi. Et finalement, d'accord, il y avait une fragilité, etc., etc. Mais un travail de nouage a pu être réalisé. Il a duré 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Et je dirais pas qu'après, il allait bien. Non, là, je serais dans le mensonge. Mais en tout cas, il râlait tout le temps. Mais il y avait quelque chose qui n'était plus aussi autodestructif à travers la destruction de l'autre. C'était quand même un nouage assez intéressant. Il y a eu des rencontres émouvantes aussi, des choses très très belles. Mais un jour, la municipalité vient me voir en me proposant de mener un séminaire dans le quartier, dans la prévention de la toxicomanie. Parce qu'il y avait beaucoup de drogués. Comme la prévention, nom de Dieu. Et alors, il y avait des petits groupes comme ça, et finalement, convenait, dans les petits groupes de réflexion que je menais, convenait effectivement que où est la demande? Où est la demande dans la prévention? La municipalité veut qu'il y ait moins de drogués, c'est tout à son honneur, mais à quel titre? Et pour quel bénéfice? Il faut des actions concrètes avec des résultats concrets. Ce à quoi je répondais lors d'une réunion municipale avec certaines personnalités que je ne citerai pas, je disais, mais situons bien où est le problème. Est-ce que c'est le problème du toxicomane dans ce qu'il vit actuellement dans des circonstances particulières, ou est-ce que c'est le problème d'une municipalité qui veut montrer ce qu'elle fait? Soyons clairs sur cette question. Si on n'est pas clair avec ça, on est dans une duperie de part et d'autre. Encore une fois, tu vas prendre la parole pour revendiquer. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, je ne peux pas m'empêcher de souligner que aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on ne peut pas être clinicien sans être engagé. Pas politiquement, on n'en est pas là, pas du tout, c'est pas là la question. Mais engagé dans la police grecque, c'est-à-dire dans la cité. Le psychologue clinicien ne doit pas être dupe des discours environnants, au même titre qu'il ne doit pas être dupe qu'un médecin-chef dans un service de psychiatrie est doté d'une autorité imaginaire qui lui donne parfois toute puissance, quitte à être meurtrier à l'endroit de la subjectivité d'un patient psychotique, par exemple, comme avec le cas de Claude. Voilà. Et ce poste a duré 10 ans, il existe encore, j'en suis très fier. Voilà, et l'association a grandi, j'ai appris ça récemment, etc., etc. Ça n'a pas été ton premier poste? Non, pas du tout. Après, quel a été ton premier poste en tant que clinicien? En psychiatrie, bien sûr. En psychiatrie adulte. Là où tu avais fait ton stage? Oui, tout à fait. Mais c'était pas...
Bon, c'était lourd. L'Institut psychiatrique, elle était déjà très très lourde. Je crois qu'elle l'est encore plus aujourd'hui, sous des couverts de bienséance, etc., et de promotion de la santé plutôt que de pouvoir considérer la différence, quoi. Bon, mais je suis pas resté trop longtemps. Quelques années, tu dirais je sais même de toute façon, c'était en parallèle avec ces cours que tu donnais. Alors, j'ai commencé comme praticien et les cours sont venus très très vite. Tout ça, c'était en même temps que ma formation, avec ma thèse, etc. Enfin, donc... Tout se noue. Voilà. Je suis trop vieux pour me rappeler des détails en même temps. Voilà. Et ensuite, pour conclure, après ma thèse, on m'a demandé, mon directeur de thèse, Serge Le Sourd, disait, lui-même venait de passer son HDR, il m'a demandé si, j'étais son premier doctorant, il m'a demandé si j'accepterais rapidement, parce qu'il connaissait ma rapidité à travailler, d'être son premier candidat à l'habilitation en direction de recherche, l'HDR. Dans l'idée de poursuivre ta carrière universitaire ? Voilà, tout à fait. Il me faisait confiance, etc. Et donc là, il avait déménagé de fac, il n'était plus à Strasbourg mais à Nice, je l'ai suivi, je me suis inscrit au labo là-bas, et en 2012, peut-être, là je peux me tromper, j'ai passé mon HDR avec des personnes vraiment sympas. Il y avait Gori, il y avait Courtel. Qu'est-ce que ça t'a amené, tu dirais, de cette HDR Parce que finalement, j'entends que ça t'amène toujours beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et qu'est-ce que ça t'a amené d'autre, tu dirais ? Beaucoup d'emmerdes aussi, parce que dès lors qu'on est HDR, on nous donne des responsabilités qui sont parfois plus académiques que pédagogiques ou de formation. Parce que ça t'amène à pouvoir être habilité à diriger des recherches, mais aussi ça amène beaucoup d'autres choses, j'ai l'impression. Ça amène des contacts, et puis un regard différent. Et moi, je t'avouerais que c'est quelque chose qui me... Un regard différent. Toujours en bas, de la part des membres d'une institution. Voilà, HDR, professeur, on n'est pas le même. Bon sang que si, je suis toujours le même. Mais il y a une sorte de respect d'apparat qu'il n'y a pas d'une façon aussi ferme. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai entendu de la part d'autres aussi. Je me souviens d'un collègue de Angers qui me disait une fois que tu es HDR, tu n'es plus le même dans l'institution. D'accord. Non, on n'est plus le même parce qu'on a plus de dossiers à traiter, et on doit gérer des équipes, voilà. Sachant que j'étais déjà directeur du département avant mon HDR. Voilà. Et donc moi HDR, je l'ai passé d'une façon tout aussi sympa que ma thèse sur la question du maternel, un élément qui ressortait quand même pas mal de ma propre analyse, de mes différentes tranches analytiques, etc. Qui t'ont amené à travailler autrement ton sujet d'HDR ? Oui, l'analyse m'a amené effectivement à être confronté à quelque chose de particulièrement profond et douloureux en moi, et qui a pu être, je dirais pas sublimé, j'irai trop loin, mais en tout cas qui a pu être élaboré sous la forme de ce qui rejoignait un peu, l'esquisse d'une carrière à l'époque, qui était la recherche, la clinique, etc., etc. Donc oui, mais ça me permet d'ajouter que de toute façon, on ne peut pas être clinicien sans avoir fait ou sans être en analyse. Moi, ça me semble indissociable. Si j'avais pas fait ma première analyse qui s'est terminée d'une façon dramatique, puisque mon analyste est décédé à un moment où j'allais le voir, etc. Donc quelque chose qui était très lourd. Pendant ton analyse alors ? Pendant mon analyse, ma première. Et donc c'était assez douloureux, mais voilà, l'analyse permet de considérer quelque chose qui me paraît le cœur de la pratique clinique, sans laquelle la clinique, de toute façon, n'aurait aucun sens. C'est la mise au travail, non pas de soi à travers l'autre, non pas de l'autre à travers soi, mais le travail d'un entre. C'est là la porte d'entrée, la porte d'entrée de la clinique. D'où le titre d'ailleurs de ton HDR. Tout à fait, le titre entre autres. Entre autres. Voilà, tout à fait. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé et qui pourtant me semble avoir pris une place de plus en plus importante dans ton parcours, aussi bien professionnel, théorique, au niveau des rencontres aussi. C'est la question de la transmission. Parce que finalement, c'est ce qui a pris c'est ce qui prend, je dirais peut-être,
pas toute la place, mais qui prend beaucoup de place aujourd'hui, la transmission que tu peux faire non seulement, je dirais, auprès des étudiants, mais auprès d'autres professionnels lorsqu'ils viennent à des séminaires ou aux enseignants de l'équipe aussi, ce qu'il en est de la transmission. Qu'est-ce que tu en dirais ? Excellente question, votre honneur. Oui, je te remercie de pointer le doigt sur un élément qui me semble tout aussi important que les concepts clés de la psychanalyse. La transmission fait que être à l'université, dans un travail, dans une tâche qui n'est pas facile, une tâche qui consiste à former, c'est déjà mieux que informer. J'ajouterais former ou déformer les étudiants pour qu'ils puissent advenir à une fonction qui est celle du clinicien. Effectivement, ça ne se passe pas par le simple legs de connaissances, par le simple enseignement. Non, ce ne sont pas des informations qu'on donne aux cliniciens à l'université. C'est effectivement quelque chose qui se transmet. Et c'est très difficile à saisir, parce que, j'en donnerai quelques exemples, ce qui se transmet par exemple donc à l'université, si tant est, et c'est la chance qu'on a ici, je crois, à la Cato à Lille, on a des effectifs en master qui sont à taille humaine, je dirais, on peut assurer un suivi. C'est effectivement non seulement de suivre rigoureusement les choses, mais d'entendre que la personne qui travaille dans ce master, qui est inscrite dans ce master, est en train de tisser quelque chose de son historialité subjective. Et donc, la porte est ouverte non pas pour jouer au clinicien vis-à-vis d'un patient, certainement pas, mais pour témoigner, comme si on faisait une passe, mais je le dégage de la passe lacanienne, bien entendu, mais comme si on faisait une passe dont il se saisira ou pas. C'est-à-dire, il y a une difficulté dans l'élaboration de quelque chose, dans le stage, parfois même à un niveau personnel, on se doit non pas d'être là pour répondre à tout cela, mais répondre de ce qui se joue là-dedans. Et si une équipe d'enseignants-chercheurs en psychopatho, au niveau master, ne répond pas présent à cette logique, non pas d'une disponibilité matérielle, mais à une disposition, tant pis, j'aime pas l'expression que je vais employer, une disposition psychique à pouvoir effectivement considérer que c'est pas un étudiant pur et simple dont le crâne doit être rempli de connaissances, aussi intéressantes et complexes soient-elles, s'il n'est pas à disposition pour pouvoir considérer que c'est quelqu'un en devenir, et qui ne sera jamais psychologue clinicien. Il le deviendra au-delà d'un bout de paplard qu'on lui remettra à l'issue de son master. Si, effectivement, il n'y a pas cela, moi j'estime qu'on n'est pas du tout dans la possibilité de dresser un horizon où la clinique puisse tenir. C'est là la transmission. Et il y a à travers, il y a la mission aussi, pour aménager un espace où la clinique puisse avoir quelque pertinence, et Dieu sait combien on en a besoin aujourd'hui. Mais j'ajoute que c'est un travail très difficile, très difficile dans la mesure où il y a quand même une enceinte académique qui exige des validations, des notes, tout ce qu'on veut, tout ce qui rappelle à l'encontre de cette transmission, qu'il y a quand même, des étudiants devant soi. Et il faut jouer sur les deux plans en même temps. Et c'est là où effectivement, je dirais pas que c'est une gymnastique permanente, non. C'est un travail où effectivement, ça se parle avec même les étudiants, avec les membres de l'équipe, quotidiennement, je dirais, pour pouvoir admettre effectivement ce mot clé que avant les connaissances, au-delà de la connaissance ou en deçà de la connaissance, en psychopathologie, le mot clé, c'est le mot éthique. Le mot éthique contre cette politique dans laquelle, effectivement, il faut prendre garde, donc à ne pas l'oublier. Il y a cette pôle éthique, moi que je tente de promouvoir donc dans le département de psychologie, mais à commencer par une équipe restreinte de personnes qui sont
cliniciens qui sont amenés effectivement à défendre ces valeurs de la clinique. Et c'est pas une défense d'un courant théorique contre un autre, non, pas du tout. C'est défendre et se défendre en même temps contre tout excès de théorisation à outrance qui oublierait que finalement le savoir est une chose, mais il ne saurait être que troué pour pouvoir avancer dans la clinique. Voilà. Finalement, tu tentes de mettre en avant une transmission qui ne peut pas être qualifiée d'objective, qui ne peut pas être évaluée en tout cas. Bien entendu. Et ce qui donne des choses très amusantes parfois. Enfin là, on est dans une promotion des compétences dans les formations, etc., etc. Mais je le dis haut et fort, je ne suis pas compétent pour pouvoir évaluer l'effet d'une transmission. Ça voudrait dire que justement, je déforme les mots au niveau de la transmission. Que tu ne pourrais pas nous assurer qu'un étudiant qui a validé son master ici sera un bon clinicien. Mais j'espère qu'il ne le sera jamais bon clinicien. Ça voudrait dire que, il l'est, quelque chose sur la base d'un attribut qui lui serait conféré d'un extérieur, ça voudrait dire qu'il y en a des mauvais, je ne sais pas. Et surtout, mais il n'est pas en soi, il le devient. Et je me plais toujours à jouer sur la déconstruction du mot. On ne peut parler de devenir que s'il y a un venir d'eux. Donc, non pas de tel lieu, de telle université, pas de tel espace plutôt, mais d'un lieu où quelque chose a pu se mettre au travail. Et a pu effectivement admettre que cette mise au travail de quelqu'un puisse devenir, pas une garantie absolue, mais en tout cas un moyen viable pour pouvoir entendre ce qu'un autre pourra un jour dire. Et ça, c'est pas sans ton parcours. Est-ce que tu peux... Il me semble. Mais un parcours qui n'est pas forcément ce qui a été subi. Voilà, c'est un parcours qui prend la vêture d'une histoire. Dans la mesure où effectivement, ce parcours se met au travail. Les cicatrices, j'en ai, tu en as, mais qui n'en a pas? Après, il y a un choix. On les met au travail ou pas. Et si on met au travail un jour ou l'autre dans sa carrière les cicatrices d'un autre, dans la mesure où sa souffrance l'amène à être dans telle structure, ou amène à consulter en libéral, etc. Si on est amené à travailler avec les cicatrices de l'autre, je dis bien avec, je dis pas sur, eh bien, on ne peut pas faire sans le travail qu'on aura fait sur ses propres cicatrices historiales, quoi. C'est une condition sine qua non. C'est une condition non seulement nécessaire, mais indispensable, quoi. Il est question de ton implication personnelle dans ce que tu pourrais transmettre. Absolument, absolument. Pour ça que le mot directeur me déplaît. Non, moi je suis clinicien, voilà. Tu ne donnes pas une direction, voilà. Tu donnes un horizon. Quelle est la direction de la cure, disait l'autre. C'est pas dans le sens de l'autorité, c'est effectivement admettre qu'une direction est possible. Et quand la direction se fait sens, eh bien c'est que la direction devient orientée. Mais l'orientation sera celle du futur clinicien qui est à la fac. Par rapport à ça, est-ce que tu peux nous partager une rencontre, que ce soit avec un étudiant ou une situation ou un patient qui t'aurait particulièrement, je dirais, marqué? Ça aurait pu faire trace pour toi en termes de transmission ou de souffrance, ou en tout cas, si là tu ne devais penser qu'à une situation, que ce soit dans la transmission avec un étudiant ou dans ce qui a pu jouer avec un patient, tu évoquerais quelle rencontre? Il y en a une multitude. Mais allez, je choisirais une situation que j'ai vécue à Nice. J'ai travaillé, là c'était très peu de temps à Nice, et j'accueillais c'était un service ouvert. Et un jour, quelqu'un prend rendez-vous, et je prends souvent cet exemple avec mes étudiants de métaux cliniques. Et c'était un jeune homme très gentil, qui ne manifestait rien en apparence d'une souffrance, si ce n'est qu'il n'avait plus de cheveux. C'était un élément qui a, on va le voir, son importance. Et il consulte avec grand sourire. Dans quel service? C'était dans un service ouvert, style CMP. Et c'était très intéressant parce qu'il consultait non pas pour lui. D'entrée de jeu, il me disait cela. Il me disait, voilà, j'ai un cancer.
j'ai un cancer. Je vais bientôt mourir, je le sais. Bon, ça fait plusieurs mois que j'ai le cancer. Je suis en phase pré-terminale, enfin, etc., etc. Et tout ça, bon, ça m'a fait mal sur le coup, j'étais révolté. Maintenant, je me résigne. Mais je viens pas vous voir pour ça. Je viens vous parler de ma petite amie. Et la grande question que je me pose, monsieur, me disait-il, c'est de savoir. Bon, elle souffre, elle sait que je suis malade, mais elle ne sait pas encore quand je vais partir, quand sonnera l'heure du grand départ. Croyez-vous, et c'était une demande on ne peut plus claire, croyez-vous que je devrais vraiment me montrer de la plus grande méchanceté avec elle pour qu'elle souffre moins de mon départ et pour qu'elle puisse effectivement plus facilement faire son deuil, enfin voilà, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas je l'ai entendu, mais n'est-il pas intéressant pour elle qu'elle puisse apprendre à me haïr pour pouvoir vivre plus facilement sans moi après? Et c'est pas un sacrifice, je vous jure monsieur, c'est pas un sacrifice, c'est pour elle. Et alors, je pose souvent cette question, donc aux étudiants, enfin, je leur dis, alors, voilà, vous répondez quoi à cette demande? Oui, non, et ce que je réponds à ces étudiants, et tu vas comprendre pourquoi je fais cette référence, c'est que justement, moi j'étais tellement surpris de cette question, j'étais embarrassé, mais je n'ai pas pu m'empêcher, sans calcul, et ça c'est très important, à lui dire, mais écoutez, cette question est importante, elle est grave, bon, mais comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle votre copine? Et alors, c'était tout con. Et je dirais pas, ou pas seulement, si ça m'a quand même un peu débarrassé de cette réponse, mais le simple fait de l'amener à donner un prénom à sa petite amie, l'amener à parler pendant à peu près 1h30 sans s'arrêter. À faire un pas de côté. Pas de côté. Mais là où j'insiste, c'est que ce n'était pas un calcul. Avec un autre, peut-être que ça aurait été autre chose, enfin qu'importe. C'est ce qui t'est venu à ce moment-là. Ce qui m'est venu, et j'avais envie, défensivement, tout ce qu'on voudra, etc. Mais en tout cas, il me semblait nécessaire de figurer, de nommer. Et c'est après coup, je me suis rendu compte effectivement de la richesse de cette nomination dans la supervision. Enfin bon. Et puis c'était plus juste une copine, c'était une telle. Absolument, absolument. Et alors, là où ça m'a touché, effectivement, c'est cette découverte qui a été mienne à ce moment-là, mais aussi ce qui s'est passé à la fin. Au bout d'un certain temps, alors qu'il venait me parler d'elle pendant un long moment, c'était la première femme avec qui il avait eu une relation d'amour. Il était jeune, il avait 19 ans. Ils avaient projeté un tas de choses pour l'avenir. Ils avaient ceci, ils avaient cela, etc. Et puis, à la fin, il me dit, il s'arrête. Il fait un grand sourire en disant, avec un accent niçois, je me souviens, un accent du Sud, là, il dit, mais vous êtes fort quand même. Vous êtes fort. Je vous viens avec une question et voilà maintenant que je me rends compte que c'était pas une bonne question. Parce que j'avais quasiment pas dit un mot. Il me dit, mais finalement, vouloir lui faire du mal ou ne pas vouloir lui faire du mal, c'est déjà lui retirer le fait qu'elle m'aime. C'est lui retirer la possibilité à ce qu'elle puisse vivre indépendamment de ce que moi je me dis qu'elle devra vivre. Oh, ça m'a choqué, ça m'a marqué à vie, ça. Et c'est pas fini. Il a redéfini à sa façon la notion de clinique, l'idée même de clinique. Absolument. Et alors il a voulu m'offrir un cadeau. Et il me regarde et il me dit, votre accent, vous n'êtes pas du Sud, vous. T'étais pas aussi chantant que le sien. Tout à fait. Mais c'était aussi, j'étais plus jeune, et ma structure hystérique m'amène parfois à prendre des accents de là où j'ai passé un moment. Et j'avais un accent belge beaucoup plus important que je ne l'ai aujourd'hui. Et alors il me dit, mais vous êtes du Nord, vous. Oui, bon, ok, je ne vais pas nier cela. Et il me dit, écoutez, je vais vous offrir quelque chose. Et alors là, tous les clignotants qui s'allument, non, gratuité des soins, blabla, etc. Il me dit, mais vous ne pourrez pas refuser. Très gentiment. Et il commence à m'expliquer
Il me propose de prendre ma voiture, que je n'avais pas d'ailleurs à Nice, ma voiture, et de prendre telle route jusqu'à la moyenne ou corniche, et ensuite d'autres directions pour aller sur la haute corniche niçoise. Et puis il me dit, arrivé un moment, vous verrez, il y a un petit espace où vous pourrez laisser votre voiture, poursuivez 30 mètres et vous trouverez un chemin très discret sur votre droite. Vous montez encore pendant une demi-heure et vous serez au sommet de Nice. Et si vous regardez le sud, vous verrez les veilles de pluie, la Corse, par réverbération. Si vous regardez au nord, vous verrez des bouquetins, je ne sais plus, là je peux me tromper, des animaux rares, etc., parce que vous serez suffisamment en hauteur. Et alors je lui pose la question, mais pourquoi ce cadeau? Il me dit, c'est là que pour la première fois je lui ai fait l'amour. Donc c'était quand même une conclusion suspensive, vraiment intéressante, quoi. Et il n'y a plus dit un mot, il est parti en me remerciant. Et voilà. C'est vrai qu'il y a question d'amour dans la clinique, finalement. Hein, il t'a donné quelque chose qu'il n'avait pas. Et que je n'avais certainement pas demandé. À quoi je ne m'attendais pas. Oui. Voilà. Belle rencontre. Oui, et marquant ta vie. Oui. Marquant ta vie. Parce que je me dis, c'est ça qui est étonnant, quoi. Je me dis, il est mort depuis, bien entendu, quoi. Néanmoins, le souvenir vivace que j'ai de lui, le fait qu'il fasse l'enjeu d'une possible transmission avec d'éventuels futurs cliniciens, j'entretiens avec lui, avec ce patient, ce que lui-même a peut-être, à l'occasion d'une rencontre, a découvert comme possible avec sa petite amie. Quelque chose qui reste au-delà. Au-delà de la chair. Et ce qui reste au-delà de la chair, c'est ce qui en sort dès le départ. Ce sont des mots, c'est-à-dire ce que l'autre fait d'un cri inarticulé du départ. On est dans le champ que Lacan appellera le champ du symbolique, évidemment, pour le dire simple, qui fait nouage et qui fait effectivement donc qu'une vie puisse effectivement valoir d'être vécue parce que parler. Ce qui m'amène à te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir justement de cette clinique telle qu'on l'a décrite jusque maintenant en termes de transmission, de nouage, d'amour? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, selon toi, pour les cliniciens d'aujourd'hui, mais pour les futurs cliniciens aussi? Quelle place pour cette clinique-là, celle dont on vient de parler? Mais je dirais, j'aurais envie de répondre de deux façons. Déjà, la clinique ne peut exister que dans le village d'Astérix et Obélix. C'est-à-dire ce qui résistera toujours à l'envahisseur. Bon, c'est une plaisanterie, néanmoins, elle a son importance dans la mesure où la question de savoir quel est l'avenir, mais quel est le passé de la clinique? À quel moment la clinique a pu être tranquille? Quand je dis clinique, c'est avec le référentiel analytique. Je ne reprends pas cela, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais elle n'a jamais eu sa place tranquillement posée quelque part, bien entendu. Et j'ajouterais heureusement. Donc, je crois que la clinique n'a ni de bon avenir, ni de mauvais avenir. Je dirais que l'espèce humaine, je vais loin là, la jante humaine ne pourra plus jamais, depuis que Freud a abandonné sa neurotica le 21 septembre 97, l'avenir ne pourra plus jamais être le même dans la mesure où ce que Freud a simplement découvert, comme on découvre un voile, c'est que parler, c'est pas rien. Et c'est tout con, mais quand on voit effectivement aujourd'hui qu'il a fallu pendant des mois et des mois masquer l'orifice buccal, tout en devant se taire, quand bien même on n'était pas d'accord pour le porter, mais on ne pouvait pas voir la grimace que la plupart faisaient en dessous du masque sanitaire qu'on forçait à porter. Au-delà de cette psychiatrie qui devient, je ne sais pas trop quoi, une sémiologie qui veut faire du 1 mondial, etc., il y a de quoi être pessimiste, il y aurait de quoi être pessimiste. Oui, peut-être. Mais n'oublions pas, et moi en tout cas, ça me fait tenir, je n'oublierai jamais que la clinique, ce n'est pas quelque chose qui se pose facilement dans une enceinte sociale donnée. La clinique se conjugue à la seule personne du singulier. Je veux dire par là que la clinique sera où que je sois, où que l'on soit, où que le patient se trouve,
c'est là où elle se définira. Même si le monde entier, effectivement, s'y objecte à la valeur de la parole, il faudra encore que quelqu'un le dise. Ça me fait penser un peu à une rencontre, mais en dehors de la psycho, une rencontre tout à fait fortuite que j'ai eue une fois lors d'un congrès, je sais plus quoi, à Douai d'ailleurs, je me souviens, avec Sœur Emmanuelle. Une religieuse, qui est décédée maintenant, c'était sur le bénévolat, les services humanitaires, etc. Et puis, on convenait d'une chose, on avait discuté, mais 5 minutes, mais c'est une femme admirable, et de simplicité, de force de caractère, hein, franchement, c'était impressionnant. Et on avait convenu d'une chose, c'est que, parler. Une parole, c'est quoi? C'est comme une goutte d'eau dans un océan. Sauf que, une goutte d'eau dans un océan, c'est celle qui fait tenir l'océan tout entier. Retirons une goutte d'eau, ça n'aura aucun sens. Et je trouve ça très beau, et c'est ça l'avenir de la clinique. Une goutte d'eau sans laquelle le monde n'existerait pas. Question de résistance. Si. N'oublions pas que la résistance en physique, c'est ce qui permet que le courant passe. Une certaine tension. Une certaine tension, et sans laquelle, effectivement, on n'entendrait pas. Si on se souvient que entendre vient du mot intensum en latin, qui veut dire établir une tension. Et quand il y a la tension, il y a de la vie. Mais oui. Et dans la santé qui est promue par les services aujourd'hui, ou par la politique derrière la santé, sans aller jusqu'à reprendre ce que le riche disait, la santé c'est le silence des organes, c'est vrai qu'on veut vraiment, vraiment faire un mauvais sort à tout ce qui peut être perçu comme une plainte de la part de quelqu'un qui a mal ou qui souffre tout simplement. Néanmoins, c'est pas parce qu'on appellera santé, on pourra appeler ce qu'on veut, il y aura toujours quelqu'un qui dira « j'ai mal ». Et le clinicien pourra répondre présent dans la possibilité, non pas de répondre à ça pour le faire taire, mais pour pouvoir lui dire « et si on en parlait ?» Merci Dominique, merci infiniment pour cet échange. C'est la fin de cette rencontre avec Dominique Reniers, que je remercie encore d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice si difficile de rendre compte de son destin de clinicien, enseignant, chercheur ou encore directeur. Au-delà des expertises, des savoir-faire, des savoir-être, des psy-coachings ou encore de quelques compétences en transmission ou en clinique dont certains se réclament aujourd'hui, Dominique nous explique finalement comment il a pu déployer une clinique originale et passionnante avec des effets indiscutables, où l'important c'est de pouvoir dresser un horizon où la clinique puisse tenir. Travailler les notions de demande et de désir, c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui, où les maîtres mots sont rentabilité, économie et rapidité. Parce que ce ne sont pas les études qui permettent de devenir clinicien, c'est la rencontre. En espérant que cette écoute vous permettra de commencer à entendre qu'au-delà de la théorie, c'est bien d'un chemin personnel dont il est question dans le parcours du psy. Histoire de psy, ça vous a plu? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.